Mon père a été arrêté à 6 heures du matin et, à peine le soir venu, son patron avait déjà posé ses valises chez nous, buvait dans la tasse de café de papa et me lançait des « ma grande » à tout bout de champ. Quand je suis tombée sur l'enregistrement qui pouvait innocenter papa, il a tout tenté pour me briser. Mais j'ai réussi à retourner ses propres armes contre lui, d'une façon à laquelle il ne s'attendait pas. Papa avait cette habitude un peu folle de glisser des post-it dans ma boîte à déjeuner avec des mots comme « rugir, ça veut dire je t'aime en dinosaure ». Même à 14 ans, je les gardais tous dans une vieille boîte à chaussures sous mon lit. Alors quand le FBI l'a embarqué à l'aube, vêtu de son pyjama Spider-Man, pendant que maman hurlait sur la pelouse, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Ils ne l'ont même pas laissé me dire au revoir, comme s'il n'était plus rien. Il faisait une mine de ne pas entendre ces protestations d'innocence. Moins de 48 heures plus tard, Richard a débarqué. Le patron de maman dans le cabinet de comptabilité où papa bossait depuis 15 ans. Il est arrivé les bras pleins de sacs de courses, affichant ce sourire de circonstance, comme s'il faisait déjà partie de la famille. « Marina, tu ne peux pas traverser ça seule », a-t-il lancé tout en s'installant comme chez lui. Maman, anéantie, n'a rien dit quand il a annoncé qu'il resterait dans la chambre d'amis. Il avait déjà 3 valises. Tout semblait prévu à l'avance. Ce premier soir, Richard s'est assis à la place de papa pour dîner, a pris sa tasse de café, a même tenté de me couper ma viande, comme si j'avais 5 ans. « On va s'en sortir ensemble, ma grande », m'a-t-il dit. J'avais la nausée rien qu'à l'entendre. Ce ma grande somme qu'il répétait me donnait la chair de poule. Papa ne m'avait jamais appelé comme ça. Mais j'ai fait semblant, des mois durant. J'ai aidé Richard à ranger les affaires de papa dans des cartons, parce que maman disait qu'on lui devait bien ça. Je servais le dîner, je faisais semblant de sourire quand il venait à mes matchs de foot, debout à la place de papa mais absorbé par son téléphone. Il dépensait sans compter, mais n'avait même pas idée si je jouais en attaque ou en défense. Le jour où j'ai eu mes règles et que j'avais besoin de maman, elle était encore à un rendez-vous d'avocat avec Richard. Quand je faisais des cauchemars dans lesquels papa se faisait tabasser en prison, la seule solution de Richard, c'était de m'offrir un nouvel ordinateur portable. J'écrivais des lettres à papa en cachette que je glissais entre mes manuels scolaires. Tous les soirs, je mettais son couvert à table, même quand Richard rentrait tard. Je dormais dans le vieux sweat de fac de papa, bien trop grand pour moi, malgré les remarques de maman qui trouvait ça morbide. Parfois, il sentait encore son odeur. Le déclic est venu le jour de l'anniversaire de papa, son premier en prison. J'avais mis de côté mon argent de poche pendant 3 mois pour payer le bus. J'avais aussi rempli toutes les démarches toute seule. Quand j'ai demandé à maman, c'est Richard qui a répondu « Ce week-end, ce n'est pas possible. J'ai un dîner avec le client Henderson. J'ai besoin de toute la famille avec moi. C'est essentiel pour ma promotion. » Maman a aussitôt renchéri. « Richard a raison, ma chérie. Cette promotion, ce sont tes frais de scolarité. Ton père comprendrait. » J'ai tenté de défendre papa, affirmant qu'il était innocent, et là, Richard est sorti de ses gonds. Les innocents n'ont pas de compte offshore au Caïman. Arrête de t'inventer des histoires. Ce soir-là, maman m'a confisqué mon argent de bus, prétendant que c'était pour mon bien. Je l'ai entendu pleurer plus tard, mais elle ne me l'a jamais rendu. J'ai alors tenté de faire du stop et j'ai parcouru 80 km avant que les flics d'État ne me retrouvent à 2 heures du matin, seule dans une station-service. Richard a persuadé maman que j'avais besoin d'une thérapie pour mes soi-disant délires à propos de papa. Il a installé des applis de surveillance sur mon téléphone et surveillait tous mes messages. 3 semaines plus tard, tout a basculé. Richard est rentré complètement saoul d'une fête de bureau. Je l'ai trouvé dans le bureau de papa, serrant sa montre et marmonnant. Ton père, toujours à se croire irréprochable, a porté un micro au boulot comme un justicier. J'ai dû lui arracher moi-même ce soir-là. Il s'est endormi dans le fauteuil de papa. Je suis restée là, figée. Quel micro? Papa n'en avait pas quand ils l'ont arrêté, et sa montre n'avait jamais été mentionnée dans les preuves. Maman m'appelait d'en haut pour savoir si Richard allait bien. Une fois qu'elle est remontée, j'ai retourné la pièce à la recherche de cette montre, jusqu'à ce que j'aie une intuition et que je file au garage. Les mains tremblantes, je prends les clés de Richard et je vais fouiller dans sa voiture. Dans la boîte à gants, enveloppée dans un sac plastique, il y avait la montre connectée de papa, celle que je lui avais programmée à Noël. Il restait à peine 2% de batterie. J'ouvre l'appli dictaphone. Le dernier enregistrement datait de la veille de l'arrestation. La voix de papa a rempli l'habitacle. Richard vient de quitter mon bureau. Il m'a menacé de fabriquer des preuves si je ne détruis pas le rapport d'audit. J'enregistre tout maintenant. Puis la voix de Richard limpide. Demain matin, tu seras menotté. J'ai déjà viré l'argent sur tes comptes. Marina n'a pas besoin de savoir ce que tu as fait. Je m'occuperai d'elle. On entendait des bruits de lutte. Papa criait « Lâche-moi !» et Richard grondait « Donne-moi cette montre !» Puis plus rien que des parasites. L'enregistrement s'est arrêté net. À ce moment-là, la porte du garage a grincé derrière moi. Richard était là, les clés de voiture à la main, parfaitement lucide. « Tu cherches quelque chose, ma grande ?» Mon cœur battait à tout rompre tandis que je serrais la montre de papa dans ma main. Richard bloquait l'accès, son ombre immense sur le béton.
Le détecteur de mouvement s'est allumé derrière lui, jetant une lumière crue sur son visage. J'ai reculé, heurtant la portière. Mon pouce a trouvé le bouton d'appel d'urgence sur mon téléphone, prêt à le presser, l'autre main cramponnée à la montre comme à une bouée. Richard s'est avancé, refermant la porte derrière lui d'un geste précis. Le déclic a retenti dans le silence. Il s'est dirigé vers l'établi, vers la vieille boîte à outils de papa, prenant tout son temps. Je me suis plaquée contre la Honda de maman, les yeux rivés sur sa main qui passait lentement sur les outils. Ses doigts se sont arrêtés sur le marteau. Ma bouche s'est ouverte avant même que je m'en rende compte. Les mots sont sortis dans un souffle tremblant. Je lui ai dit que maman entendrait tout sur l'enregistrement, mais ma voix s'est brisée, révélant ce que j'étais vraiment, une gamine morte de trouille, pas celle qui aurait pu le coincer d'un seul mot. Soudain, le détecteur de mouvement du voisin s'est allumé à travers la fenêtre du garage, et on s'est retrouvés complètement figés. Comme chaque soir à 23h, Madame Chen sortait ses poubelles. À travers les murs trop fins, on l'entendait fredonner sa chanson chinoise habituelle. Elle était capable d'entendre le moindre bruit suspect, surtout un cri. Je passais nerveusement du regard du boîtier d'ouverture au mur, puis à la montre dans ma main. J'avais tout juste 3 secondes pour décider. Protéger la preuve ou m'échapper. J'entendais la respiration de Richard, rapide, affolée, exactement comme celle de papa sur l'enregistrement, cette tension à fleur de peau. J'ai opté pour la voiture. Mon corps a réagi avant que j'aie le temps d'y penser. J'ai tiré la portière et me suis jetée à l'intérieur. Les verrous ont claqué pile au moment où Richard lâchait le marteau. Il s'est dirigé calmement vers le porte-clés, comme si on jouait à un étrange jeu d'échecs. De la porte de la cuisine, maman a appelé. « Tout va bien ici ?» Richard lui a répondu d'une voix incroyablement douce, lui expliquant qu'il m'aidait simplement à chercher mes crampons de foot. Le mensonge coulait tout seul. J'étais figée dans la voiture, comprenant que je devrais moi aussi mentir, pour la protéger, gagner du temps. Mais du coup, je devenais sa complice, non? Richard s'est approché de la vitre, sa main tremblait en cherchant la poignée. Il n'était pas aussi sûr de lui qu'il voulait le paraître, lui aussi crevait de trouille. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. Un message de Jake à propos du groupe de révision de demain. Il me demandait si j'avais fini le chapitre d'histoire. Tout continuait comme si de rien n'était dehors, alors que, coincée dans la voiture de maman, je tenais des preuves qui pouvaient tout faire exploser. Je m'acharnais sur la montre de papa, tentant désespérément de la brancher au chargeur de la voiture. Plus qu'1% de batterie, l'écran clignotait sans discontinuer. Mes doigts tremblaient en fouillant pour trouver le câble, priant pour que l'enregistrement se transfère assez vite. Mais que fallait-il faire? Sauvegarder la preuve ou appeler les secours? L'écran de la montre s'est éteint 1 seconde, puis s'est rallumé. Mon coude a malencontreusement appuyé sur le klaxon, brisant le silence de la nuit avec un bruit strident. En quelques secondes, maman est apparue dans l'encadrement de la porte du garage, sa robe de chambre enfilée à la va-vite. Elle a scruté Richard puis moi, complètement perdue. Le téléphone de Richard a vibré à son tour. Il y a jeté un œil et son expression a changé. Maman s'est mise à parler de l'évaluation de la garde prévue pour le lendemain, des formulaires que Richard devait signer. Sans sa signature, elle ne pourrait pas prouver au juge que notre foyer était stable. J'ai senti la pression monter dans ma poitrine, ce poids lourd et familier, celui qui m'avait envahi à la mort de grand-père 2 ans plus tôt. Maman a tout de suite remarqué mon malaise. Son visage s'est assombri en me voyant chercher mon souffle. L'écran du téléphone de Richard s'est rallumé. Il a tapé rapidement, puis m'a montré l'écran à travers la vitre. Une capture du relevé de carte pro de papa. Des dîners clients, oui, mais les montants, Richard pouvait manipuler ses chiffres à sa guise. J'ai tenté de transférer l'enregistrement sur mon téléphone, mais le contrôle parental que Richard avait mis en place quelques semaines plus tôt a bloqué le transfert. Une alerte allait s'afficher direct sur son portable. Il savait que j'essayais de sauvegarder la preuve. Un autre message de Richard est apparu sur mon écran. Un rappel qu'il avait la main sur notre compte Spotify familial. Toutes les playlists soigneusement concoctées par papa depuis des années. Il menaçait de tout supprimer dans 24 heures si le paiement n'était pas mis à jour. Le lendemain matin est arrivé sans que j'aie pu fermer l'œil. Mes mains tremblaient en attrapant la tasse de café de maman. Je tentais de donner le change, mais elle m'a glissé des mains et s'est brisée sur le carrelage. Maman a observé mes mains, mes yeux cernés. J'étais exactement l'image que Richard voulait qu'elle voie, celle d'un gamin au bord de la rupture. Au lycée, le coach m'a pris à part après l'entraînement. Richard l'avait appelé pour l'informer de notre situation familiale. En tant que référent, il était obligé de signaler tout signe inquiétant. Je suis restée plantée là, encore en crampons boueux, prenant conscience que Richard venait d'utiliser tout le système scolaire contre moi. À midi, les rumeurs avaient déjà démarré. 3 coéquipiers sont venus m'annoncer que leurs parents refusaient désormais qu'ils dorment chez nous. Trop risqué, cette maison instable. J'ai pris mon plateau et je suis allée déjeuner dehors, près des poubelles, loin de tout le monde. Les paroles de Richard au petit déjeuner résonnèrent dans ma tête, une histoire de comptes offshore. Sauf que ça correspondait simplement au compte de papa, prévu pour les paiements étrangers, tout à fait légal, que Richard l'avait aidé à ouvrir quand le cabinet avait décroché ce fameux contrat international.
Il avait même géré toute la paperasse. Jake m'a retrouvée après les cours, gênée, pour m'avouer que sa mère bossait chez Richard et qu'elle avait besoin d'une lettre de recommandation pour ses dossiers d'université. Le message était clair, même sans mots, n'implique pas ma famille là-dedans. Ce soir-là, une notification de sauvegarde sur le cloud est apparue sur mon téléphone. Si je voulais prouver que Richard avait fabriqué des preuves, il faudrait aussi révéler que papa avait caché un bonus de 50 000 $ à maman. Il comptait lui offrir un voyage en Italie pour leur anniversaire de mariage, 30 ans ensemble. Mais cacher de l'argent risquait de le faire passer pour coupable, non? J'ai eu un léger sourire en voyant que la sauvegarde avait marché, un petit soulagement. La conseillère d'orientation l'a remarqué à travers la vitre de la bibliothèque. Elle a noté quelque chose dans son carnet. Plus tard, j'ai su qu'elle avait consigné ce sourire comme une réaction émotionnelle déplacée suite à l'incarcération de mon père. Mon portable a vibré. Encore Richard. 2 mots qui m'ont glacé le sang. Il savait parfaitement que tout ça finirait par détruire l'un de nous deux. Mais lequel? La semaine suivante s'est écoulée dans un brouillard. Richard a commencé à venir seul aux réunions parents-profs. Il a su charmer Madame Martinez avec son discours de beau-père dévoué en temps de crise. Elle lui a montré mon carnet d'écriture créative, là où j'avais écrit à quel point je me sentais prisonnière. Il a rangé cette information dans un coin de sa tête, prête à s'en servir le moment venu. Les résultats du détecteur de mensonges sont tombés. Maman a réussi. Elle était vraiment persuadée que Richard l'avait aidé à faire les impôts ce soir-là. Moi aussi, j'ai passé le test. Je savais qu'il avait bu au bureau. 2 vérités impossibles à concilier, mais pourtant, elles cohabitaient. Quelqu'un a remis la main sur mes vieux messages à Jake, où je me plaignais de papa trop strict pour les notes. De simples râleries d'ado, mais dans le contexte de la garde, c'est devenu la preuve que je rejetais l'autorité. La petite voisine de 7 ans m'a tiré par la manche à l'arrêt de bus pour demander pourquoi mon père avait volé de l'argent. Elle m'a raconté que Richard avait tout expliqué lors de la fête du quartier, avec des mots assez simples pour qu'une élève de CE1 comprenne. Tard dans la nuit, je me suis rappelé l'ancien compte de caméra nounou qu'on utilisait quand j'étais petite. Le stockage cloud synchronisait encore tout automatiquement. En remontant plusieurs mois en arrière, je suis tombée dessus. Richard, dans notre salon, 1 mois avant l'arrestation de papa, répétant devant le miroir des phrases sur le comportement suspect de papa, en s'efforçant de paraître inquiet. J'ai essayé de transmettre la vidéo au tribunal de la famille, mais la greffière du juge me l'a renvoyée, expliquant que toute preuve envoyée par un mineur dans le cadre d'une procédure de garde serait considérée comme une tentative d'influencer la décision. Le mot de passe Amazon de papa fonctionnait toujours. Son historique d'achat montrait 2 montres identiques commandées en cadeau. L'une livrée chez lui, l'autre censée arriver au bureau de Richard, jamais reçue, commande annulée la veille de l'arrestation. Le CV LinkedIn de Richard ne tenait pas la route. Il affirmait être en séminaire la semaine de l'arrestation, mais les photos de reçus d'hôtel qu'il avait publiées révélaient d'autres dates si on zoomait suffisamment. Le docteur Patel, la psy que Richard avait choisie pour moi, prenait note de tout ce que je disais. Elle était obligée d'alerter le tribunal sur mon obsession inquiétante pour la figure du beau-père. C'était la loi, m'a-t-elle expliqué, sincèrement désolée. J'ai tenté d'enregistrer Richard à table, mais il a aperçu le reflet de mon écran de téléphone dans la porte du micro-ondes. Il n'a rien dit, s'est juste contenté de sourire et de demander si j'essayais encore. Ce fameux petite, dégoulinant de fausse gentillesse. Le rendez-vous médical de maman s'est éternisé. J'étais coincée. Ou bien je montais dans la voiture de Richard, ou bien je ratais l'audience pour la garde. J'ai pris place à côté de lui, le regardant ajuster la montre gravée de papa à son poignet, celle qu'on lui avait offerte à ma naissance. Maman avait dit que Richard devait me laisser un souvenir, pour que je garde quelque chose de lui. En voiture, Richard m'a proposé un marché. Je pourrais conserver un enregistrement de la voix de papa si j'arrêtais mes bêtises. Un seul. À moi de choisir lequel. Il appelait ça sa générosité. J'ai dit non. Le médiateur du tribunal n'a pas manqué de le signaler dans son rapport. Selon lui, je préférais le conflit à la préservation du souvenir de mon père. Je choisissais le chaos au lieu de tourner la page. Tout partait en vrille. La sœur de papa a appelé pour s'excuser. Elle ne pouvait pas témoigner. Une plainte anonyme venait d'être déposée à son service RH, l'accusant de propager des théories du complot. Elle avait ses enfants à nourrir. Elle ne pouvait pas prendre le risque de perdre son emploi. Les métadonnées de l'enregistrement de papa affichaient le 15 mars au lieu du 16, mais je savais pourquoi. Depuis l'alerte au cancer de maman, il mettait toujours ses appareils un jour en avance pour ne plus jamais oublier un anniversaire ou un rendez-vous important. L'avocat de Richard comptait déjà exploiter cette manie contre nous. En cherchant dans les vieux dossiers de papa, je suis tombée sur le journal intime de maman, à une entrée 2 mois avant l'arrestation. Elle y écrivait son inquiétude face à la paranoïa croissante de papa à propos de Richard, à quel point son état mental la préoccupait. Avec le recul, ses propres mots le condamneraient aujourd'hui. Mais en lisant plus loin, j'ai compris. Papa n'était pas parano. Il rassemblait des preuves sur les irrégularités financières de Richard, non pas pour l'attaquer,
mais pour protéger les autres employés du cabinet, pour que personne d'autre ne paie à la place de Richard. Mamie est venue nous voir. Elle m'a attirée dans la cuisine et a glissé discrètement 200 € dans ma main. Mais quand maman est entrée, elle a changé d'attitude. Je ne peux pas perdre ma fille unique aussi, a-t-elle soufflé. Elle devait soutenir maman devant tout le monde. J'ai créé un faux profil Instagram pour contacter l'ex-petite amie de Richard, commencer par commenter ses photos de voyage, puis engager la conversation, à la recherche d'infos sans paraître désespérée. À la pharmacie, j'ai croisé la mère de Richard venue chercher ses médicaments. En discutant, j'ai appris les dates de ses prescriptions contre l'anxiété, depuis quand il en prenait, à quel moment la dose avait augmenté. Le téléphone de papa était toujours synchronisé avec l'ordinateur familial. Son appli de mémos vocaux avait tout sauvegardé avant l'arrestation. Dans le dossier des éléments récemment supprimés, j'ai retrouvé la sauvegarde. Tout y était, absolument tout. Hélène, l'ancienne secrétaire de papa, m'a contactée par l'intermédiaire d'un avocat. Elle détenait des infos sur Richard, qui lui avait demandé de certifier des documents antidatés, mais elle voulait une immunité avant de parler aux enquêteurs. Elle était trop compromise elle-même. J'ai raté une séance de thérapie capitale pour rencontrer l'avocat d'Hélène. Dr Patel a dû le signaler, et ma recommandation de garde a été immédiatement revue à la baisse. Mon compte d'épargne pour la fac s'est vidé à vue d'œil. L'avocate a jeté l'éponge après que Richard a menacé de faire partir son client le plus important, parlant de retirer tout leur portefeuille si elle continuait à me défendre. Au resto préféré de papa, j'ai confronté l'assistante de Richard. La vieille serveuse qui nous connaissait a fait une crise de panique en voyant la dispute. Les secours ont débarqué. Richard s'est servi de ça aussi, prétendant que mes histoires rendaient en des innocents malades. Le lycée m'a suspendu pour troubles émotionnels perturbant la classe. Et le professeur à domicile qu'on m'a attribué, la voisine de Richard, évidemment recommandée par lui. Richard a prétexté qu'il fallait inspecter ma chambre pour la moisissure. Je me suis installée sur le canapé du sous-sol pendant qu'il installait soi-disant des capteurs de qualité de l'air. Les petites lumières rouges clignotaient toute la nuit, enregistrant chaque mouvement. Maman m'a trouvée en pleurs dans la buanderie et m'a supplié de laisser papa affronter ses problèmes en paix. « Tu es en train de me briser avec tout ce stress », a-t-elle lâché, les mains tremblantes alors qu'elle pliait les chemises de Richard. Mon enquête sur les comptes du cabinet avait déclenché un audit dans le service de la mère de Jake. Et Jake m'a envoyé une photo de sa mère en pleurs à leur table de cuisine. « À cause de toi ?» m'a-t-il écrit. Ses parents envisagèrent de divorcer, minés par l'angoisse des frais d'audit et des honoraires d'avocat. Malgré tout, j'ai persévéré, en sachant que Jake risquait de perdre sa maison, que sa famille était en train de s'effondrer. La vérité avait désormais plus de poids que n'importe quelle amitié. Lors d'une séance de conseil imposée, la conseillère scolaire m'a lancé, sans détour, « Et si ton père avait vraiment pris l'argent ?» Impossible de répondre sur le champ, la question est restée en suspens et le doute s'est insinué pour la première fois. J'ai fini par avouer à maman que j'avais envisagé d'enregistrer Richard à son insu, lui ai exposé mon cas de conscience, ce qui m'avait finalement retenu. Elle m'a alors regardé avec une forme de pitié. L'enregistrement de la montre a révélé tout autre chose. Papa savait que je subissais du harcèlement à l'école, mais il était trop absorbé par la collecte de preuves contre Richard pour me venir en aide. Sur la bande, il regrettait de ne pas avoir vu les signes, de ne pas avoir été là pour moi. L'avocat de Richard a déposé une requête d'urgence, prétextant la dégradation de mon état mental pour demander l'avancement de l'audience. Par ironie du sort, mon avocate était aux Bermudes. Impossible à joindre. Durant l'audience, en observant Richard, j'ai perçu quelque chose d'inattendu. Il voulait sincèrement être la figure paternelle qu'il estimait que je méritais. Toutes ces années à voir papa rentrer tard, rater mes matchs ou manquer les dîners, Richard avait saisi l'occasion de faire mieux. Sa colère venait du rejet par papa de son offre de mentorat. Papa menaçait l'image que Richard s'était forgée de lui-même en sauveur de la famille. L'argent n'était qu'un prétexte. La vraie raison, c'était l'ego. J'ai été contrainte de dévoiler les notes d'enquête de papa, notamment celles sur le profil Tinder de Richard, ses recherches sur les épouses des employés, sur les centres d'intérêt de maman, ses vins préférés, ses vieux souvenirs d'université. Il avait planifié son approche comme une opération de marketing. Pour contrer ses manœuvres, j'ai dû moi aussi me montrer stratégique et me rapprocher de sa mère âgée en maison de retraite, l'écouter radoter au bingo sur les problèmes d'argent de Richard, sur les emprunts faits sur son compte d'épargne. Quand j'ai enfin pu prouver que Richard avait menti, même sur un détail insignifiant lors d'une réunion avec un client, la victoire a eu un goût amer. Je l'ai vu s'effondrer sur la tombe de papa. Le même jour, nous étions tous deux en larmes devant la même pierre, chacun perdu à sa façon. La demande conventionnelle de Richard a pris de l'ampleur. Il me décrivait comme un danger pour la maison, et le juge semblait lui donner raison. Tout allait reposer sur le témoignage de maman au sujet de la nuit de l'arrestation. Après l'audience, la mère de Richard m'a envoyé un message. Il avait aussi détruit ses économies destinées à la retraite. Mais à l'entendre, c'était moi qui mettais en péril le travail d'employés innocents, dont les familles avaient besoin de ces emplois. Les anciens collègues de papa étaient divisés. Certains soupçonnaient Richard depuis le début,
mais n'avaient rien dit. D'autres soutenaient sa version, par peur pour leur propre poste. Personne ne voulait devenir la prochaine cible. Le juge a rappelé la charge de la preuve. Il fallait des éléments clairs et convaincants. L'enregistrement ne suffisait pas. Il pouvait être falsifié ou sorti de son contexte. Je devais trouver d'autres preuves. J'ai contacté M. Chen, un ancien client de papa, qui lui devait tout pour ses conseils en placement. Il a accepté d'examiner les comptes, une seule fois, et a mis la main sur une piste d'audit partiel, mais a refusé de témoigner, son visa étant trop précaire. Cette découverte expliquait le silence de papa. Richard, lui, connaissait la dépression de maman après la mort de son père et détenait des enregistrements de ses séances de thérapie, où elle s'était confiée à lui comme à un ami. Papa s'était tu pour protéger maman d'une éventuelle déclaration d'inaptitude parentale. Dans la voiture de papa, l'historique Bluetooth révélait que le téléphone de Richard s'était connecté la veille de l'arrestation. Il y avait même un enregistrement d'un appel à maman. Richard préparait ses prochains coups, assis au volant de la voiture de papa. Toutes ces preuves existaient parce que papa avait consacré ses derniers jours de liberté à installer des systèmes de sécurité plutôt qu'à être avec nous. Il savait ce qu'il attendait. Il avait préféré rassembler des preuves au lieu de profiter de ses proches. Maintenant, je comprenais. Papa avait choisi la justice au détriment de la sécurité. Il était resté pour protéger maman, conscient des risques, et il avait assumé les conséquences. Au tribunal, j'ai révélé la dépression passée de maman, j'ai mis en lumière la logique de contrôle de Richard, la façon dont il accumulait des informations pour mieux manipuler les faiblesses de chacun. Dans une déclaration notariée, Richard niait être jamais monté dans la voiture de papa, alors que l'historique Bluetooth prouvait le contraire. Faux témoignage sur un document fédéral. Son visage s'est effondré en prenant la mesure de la fin. J'ai exposé chaque preuve posément, sans la moindre satisfaction de voir maman réaliser l'ampleur de la trahison de Richard, seulement du soulagement mêlé d'épuisement. Les soutiens de Richard se sont effacés dans la salle d'audience. Le FBI a rouvert le dossier, cette fois pour manipulation et coercition. L'affaire prenait une toute autre dimension, dépassant largement le cadre du tribunal familial. Nous nous préparions à un procès pénal fédéral. Personne n'en sortait indemne. Sous l'effet du stress, je perdais mes cheveux. Ceux de Richard étaient devenus gris en une nuit. Maman avait vieilli de 10 ans en 10 mois. La vérité a éclaté grâce à l'expertise comptable. Les détournements de Richard datèrent d'une décennie, entremêlant manipulation financière, entreprise vidée, retraite volée. Finalement, la secrétaire de Richard a avoué qu'elle savait, mais avec un fils aux besoins particuliers. Elle avait besoin de son assurance. En larmes à la barre, elle a confié qu'elle ne pouvait pas se permettre d'avoir une conscience. Le juge a ordonné des expertises psychiatriques pour chacun d'entre nous, maman comprise, moi aussi. Nous étions tous considérés comme blessés, tous soumis à une évaluation professionnelle. L'expertise numérique a confirmé l'authenticité de chaque enregistrement, malgré les failles dans la chaîne de conservation. Les métadonnées confirmèrent la chronologie, même avec la fâcheuse habitude de papa d'anticiper les dates. La vérité restait la vérité, même lorsqu'elle venait de sources fragiles. Le schéma de Richard remontait encore plus loin. Son mentor était mort dans un accident de voiture après avoir découvert un détournement, 10 ans auparavant. L'accident avait eu lieu le lendemain de sa confrontation avec Richard, mais personne n'avait jamais fait le rapprochement jusque-là. Lors de sa décompensation, Richard a laissé transparaître tout son raisonnement. Il était persuadé de mériter l'argent plus que ses victimes, de mériter leur famille, leur vie. À ses yeux, il ne volait pas. Il cherchait à rétablir une sorte d'équilibre cosmique. On m'a demandé de rédiger une déclaration de victime pour la sentence. J'ai réclamé la sécurité maximale, mais aussi un suivi psychiatrique. Richard était malade, pas seulement mal intentionné. Papa voudrait qu'il soit aidé, ai-je précisé. Papa a été libéré sous caution en attendant un nouveau procès. J'ai obtenu la tutelle provisoire grâce à mamie, pendant que maman débutait une thérapie intensive. On formait une famille en miettes, chacun de son côté, essayant tant bien que mal de se reconstruire. La communauté s'est scindée en plusieurs camps. Ceux qui n'avaient rien vu venir, ceux qui avaient tenté d'aider mais s'étaient heurtés à un mur, ceux qui avaient fermé les yeux sur les agissements de Richard, et ceux qui avaient eu des doutes mais étaient restés silencieux. La moitié du cabinet savait qu'il y avait un problème. Petit à petit, avec maman, on a entamé une thérapie pour essayer de rebâtir quelque chose. La confiance était brisée, mais pas irrémédiablement. Elle aussi avait été une victime, tout comme nous. Richard avait parfaitement réussi à nous dresser les uns contre les autres. Des ordonnances d'éloignement ont été prononcées, des indemnisations accordées, la réputation de papa lavée. Mais rien de tout cela n'avait un goût de victoire. C'était juste la fin d'un cauchemar, et le début d'une lente reconstruction. 6 mois plus tard, j'ai pris la parole devant un groupe de soutien aux victimes pour parler de la reconnaissance du contrôle coercitif, de la manière dont les prédateurs isolent leurs proies,
de la façon dont ils arrivent à vous rendre complice de votre propre manipulation. Papa reconstruisait son cabinet, maman achevait sa thérapie, Richard purgeait une peine de 25 ans à perpétuité avec suivi psychiatrique. Chacun de notre côté, nous tentions de guérir, mais cette fois par choix. La justice n'était pas une vengeance, mais la garantie d'éviter de nouvelles victimes, pour que d'autres familles n'aient pas à subir ce que nous avions traversé. Nous avancions, porteurs à la fois de nos blessures et de notre espoir, en essayant de reprendre possession des vies que Richard avait voulu nous arracher.